Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Ladies Talk. Alors aujourd'hui je suis super contente, j'ai un casting mais mamma mia, il va y avoir beaucoup d'audience masculine parce que j'ai que des bombes atomiques sur le plateau. Ça va les filles? Salut. Ça va? Très bien, toi très bien. Attendez, non mais c'est quoi cette énergie là les filles? Vous êtes timides ou quoi? Non, pas du tout. On laisse un petit peu l'atmosphère se faire et puis ouais. on verra notre vrai visage dans quelques Ah bah écoute, j'ai hâte de voir ça en tout cas. Je suis super contente, merci d'avoir accepté cette invitation. On va faire un petit tour de table et faire les présentations. Donc on a Elsa Lelouch avec nous qui est journaliste. Elle a plusieurs casquettes, hein. Journaliste, comédienne, éducatrice et programmatrice en neurolinguistique. Comment tu vas? Exactement, bah, ça va super. Ouais, super. Ouais, je suis très contente d'être là. Bah écoute, t'es la bienvenue. Merci. Meryl V, alors attendez, Meryl V, c'est 3,5 millions sur TikTok. Vraiment, elle a percé, elle a un buzz de malade. Elle est influenceuse, créatrice de contenu et peut-être d'autres choses. Jeune comédienne aussi, j'ai joué dans Plus belle la vie pour la dernière saison là. Oh, ben c'est génial ça. On a une comédienne sur le plateau. On a 2 comédiennes sur le plateau, peut-être 3, 4, non? Vous faites pas de la comédie? Non. Avant. Avant? Ex. Nancy, qui est parmi nous. Donc, son vrai métier, c'est juriste, mais c'est une boss de l'astrologie. Elle est créatrice de contenu. Ses vidéos, elle fait des lives tous les soirs. Ses vidéos, elles font des millions de vues. Et elle est juste super talentueuse. Donc, il fallait qu'elle soit parmi nous ce soir. Comment tu vas? C'est un amour. Très bien, merci. Bah, tu as très bien présenté, tu vois. Ouais. Tu as présenté mon statut. Ouais. Influenceuse sur les réseaux sociaux et je partage ma passion pour l'astro. Ouais, et on adore ça parce que nous, on est très friandes d'astrologie. Je sais pas vous, On moi, en adore tout cas, ça. je suis à fond. Bah du coup, ouais, on adore ça. Là, Non, ma chérie, là j'ai non, découvert. franchement, je suis trop contente parce qu'elle est Merci. pétillante. Et toi, t'es chanteuse. Ouais. T'as vu un petit peu à la télé, mais c'est vrai que t'es plus dans la musique. Ouais, là je fais tech house, DJ, genre DJ on va dire. Ah, mais c'est bien. Donc tu tournes un petit peu dans des soirées et tout ça. Ouais, alors là on est en train de revoir tout de A à Z. Comme je suis très indécise et que j'ai 2 personnalités, une personnalité un petit peu dure qui va du coup kiffer faire de la tech house, DJ, électro, tout ça, et une autre qui est très douce et qui aime trop chanter. Donc je vais aller dans une carrière qui est complètement diamétralement opposée. Mais je me suis dit pourquoi nous mettre dans des cases? Ouais, faut faire ce qu'on aime. On fait ce qu'on aime, si les gens ils comprennent pas, ils se disent que je suis perchée, oui c'est vrai, et alors Ouais, mais en tout cas, moi j'adore. Franchement, j'adore le personnage en tout cas. Et last but not least, ma grande star de mon cœur est internationale et elle est youtubeuse, créatrice de contenu. Elle insulte tout le monde. Hein. Elle est adorable. Je l'ai fait en interview d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu notre interview Confidence, allez la voir sur Siam TV Studio. Diva Rebecca, I love you so much. Ça va ma chérie? Ça va et toi? Ouais, je suis très On s'est très plus heureuse. revu. Ah ben si, ça fait 2 semaines ma chérie. Ouais, depuis le tournage. Depuis le tournage. Ouais, bah oui, c'est ça. Ça va? Très bien. T'es toute mignonne. Elle fait pas la timide, attention. Hein. Alors aujourd'hui, les filles, je vous ai toutes réunies parce qu'on a tous un sujet en commun. En fait, on va parler de la chirurgie esthétique. Ouais. Donc, la question du jour, c'est la société nous pousse-t-elle à faire de la chirurgie esthétique? On va essayer de décortiquer un petit peu le sujet, de faire de la prévention. Également, on aura un call à la fin de l'émission avec une pro, justement, de tout ce qui est chirurgie esthétique. C'est une agence qui planifie un petit peu du tourisme médical, mais pas que. Hein. Elle met en relation ses clients avec les meilleurs chirurgiens. Donc ça sera en dernière partie d'émission. Mais tout d'abord, on va faire un petit peu d'histoire. Est-ce que vous pensez que ce sujet du culte du corps et de la chirurgie esthétique, c'est des sujets qui sont nouveaux? Moi, je pense pas. Ouais. Mais je pense que du coup, il y a eu énormément d'évolution. Moi je pense qu'avant c'était très tabou et aujourd'hui c'est de plus en plus... Enfin on en parle de mieux en mieux je trouve. Ouais. Ouais. Non, moi je sais que déjà depuis le 18e siècle, Ouais. avoir une taille très fine et donc porter des corsets très fins, c'était vraiment une preuve du rang. Plus tu avais un haut rang, plus tu devais avoir le corset fin et donc c'était vraiment très difficile pour les Ouais. femmes de l'époque. Donc l'esthétisme a aussi évolué au XIXe siècle. Tu me disais Donc dès l'époque, on avait déjà des standards. les standards de beauté. Ouais, donc on est d'accord pour se dire que... Oui, voilà. il faut juste voir tout ce que les pharaons ont... Voilà, bah, ça existe depuis la nuit des temps. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà. Oui. C'est vrai. Ouais. Mais écoutez, on va faire un petit magnéto, un peu d'histoire et on revient J'adore. avec vous sur le plateau. Comment raconter l'histoire de la chirurgie esthétique sans mentionner l'illustre Suzanne Noël, qui est la première chirurgienne esthétique du monde? À la fin de la Première Guerre mondiale, elle se sent investie d'une mission.
réparer le visage de ceux qu'on appelle les gueules cassées, afin de leur permettre de s'intégrer de nouveau à la société, car à cette période, un grand nombre d'entre eux mettent fin à leur jour. Seule femme chirurgienne esthétique de sa génération, son féminisme passe aussi par une réflexion autour de la beauté. Elle dit « la beauté est un capital ». En effet, pour Suzanne Noël, être dépourvu de beauté est un handicap qui va entraîner des discriminations et du mal-être psychologique. La chirurgie esthétique va donc permettre à ceux qui n'en ont pas de conquérir ce capital. Convaincue que le bien-être physique et la santé mentale vont de pair, elle révolutionne de nombreuses techniques comme les liftings ou l'augmentation mammaire. Elle inventera même le dégraissage par aspiration, appelé aujourd'hui la liposuction. La révolution du bistouri est en marche en adéquation avec l'émancipation féminine illustrée par les plus grandes stars hollywoodiennes. Plus tard, dans les années 70, hommes et femmes assumeront davantage de faire appel à la chirurgie esthétique. Il y avait surtout mon cou qui me gênait. Si bien que la motivation était uniquement professionnelle. En très grosse partie, oui. Et l'autre partie? Eh bien, un petit regret de la vie passée, de plaire encore, en me disant c'est dommage, enfin ça c'est... Mais c'est moins important quand même. Je perdais pied, je perdais confiance, je crois, en moi-même. Si vous n'avez plus confiance en vous, si vous trouvez que c'est la fin, c'est terminé, eh bien, automatiquement, les êtres s'écartent de vous. On peut penser que cette peur de vieillir touche aussi bien les hommes que les femmes et dans tous les pays du monde, qu'ils soient capitalistes ou socialistes. Monsieur, quel âge avez-vous? 40 ans, monsieur. À quel âge vous avez l'opération de chirurgie esthétique? 39 ans, il y a 13 mois. Je sentais que les joues tombaient et ça se voyait, quoi. Je suis quand même relativement respectueux de ma petite personne, finalement. C'est vous qui le voyez ou sont les autres? Ah oui, les autres n'osaient pas le me dire, ils l'ont certainement vu comme moi, mais enfin, certains sont polis. J'ai senti déjà à 30 ans que j'avais vieilli, donc il y a 10 ans. À 30 ans, vous vieillissez comment? Quand? Dans quelles circonstances? C'est une question de succès féminin, ça se voit finalement. On voit si on a du succès ou pas. Et puis, lorsque les succès diminuent, j'avais quand même beaucoup moins d'aventures qu'avant. Je n'osais plus aller inviter les jeunes filles dans les dancings. Je ne sais plus ce qu'on appelle draguer, c'est pas, mais je me sentais amoindri en moi-même. Le fait que vous soyez un homme ne vous a pas gêné pour subir cette opération? Oh, non, je ne pense pas. Ça ne me gêne absolument pas de subir une intervention que l'on attribue à la gente féminine. Alors, ce qui en ressort le plus, c'est le rapport au corps et à la confiance en soi, et aussi la pression de vieillir. Ouais. Mais il y a un truc, j'ai l'impression que, du moins dans ces époques-là, c'était plus parce qu'on ressentait un besoin, on faisait de la chirurgie esthétique, et j'ai l'impression que maintenant, c'est plutôt l'environnement extérieur qui nous donne envie. Bien sûr, oui, c'est pour plus ressembler à quelqu'un qu'on connaît ou qu'on a vu, quoi. Plus qu'avant, c'est parce que nous, on se sentait pas bien personnellement. Je trouve que mon nez est trop comme ça. Maintenant, on va trouver que notre nez est trop comme ça parce que on voit que les gens qui ont les nez trop comme ça, ils les changent et les mettent comme un nez. Et donc, on revient aussi sur le capital beauté. Est-ce que vous pensez que la beauté, c'est un capital? On est d'accord sur le point que c'est vrai que quand on est beau, quand on est attrayant, on attire plus de choses vers soi. Par exemple, pour aller chercher du travail, par exemple, pour aller chercher du travail, ils vont plus donner un travail à quelqu'un qui est attrayant, qui est souriant, que quelqu'un qui est... Oui, parce que ça va faire plus acheter. Mais dans la vie personnelle, quand t'es trop beau, je pense que ça peut être un gros problème. Par exemple, toutes ces filles qui se font refaire les seins assez proéminents parce que ça a été la mode d'avoir des gros seins, etc. À la fin, elles vont attirer dans leur vie, par exemple au niveau des hommes, que des hommes qui vont être là pour leur plastique. Ouais, c'est vrai. Des mecs riches aussi. Voilà, ouais. Il n'y a pas que des inconvénients. Non, mais bon, je trouve ça triste parce que on se dit, oui, c'est vrai, c'est important d'être beau pour le travail parce que au final, pour le travail, quand tu es une vendeuse, tu n'es qu'une vitrine qui est censée avoir de la tchatch pour attirer le client, mais ils vont te prendre juste parce qu'il faut que tu sois belle, parce qu'être belle et jolie, ça vend. Et c'est pareil après pour l'intime, quoi. Du coup, quand toi, tu penses que c'est plus un handicap d'être belle, alors, du coup? Non, c'est pas un handicap d'être belle. C'est bien d'être belle. Maintenant, il faut pas rentrer dans l'excès où on sexualise son corps. Parce que, pour moi, par exemple, rentrer dans le too much, avoir des gros seins, des grosses fesses, etc., les gens, ils vont même plus chercher à apprendre à te connaître toi, mais ils vont juste avoir ta plastique dans leur tête. Et malheureusement, tu vas... rentrer peut-être dans une sorte de dépression où tu dis mais en fait est-ce que quelqu'un en a quelque chose à faire de moi, de qui je suis à l'intérieur? Tout à fait. Et Meryl, t'en penses quoi de ça? Moi, je pense que de toute façon, quand on fait de la chirurgie, c'est toujours pour ressembler aux critères de beauté que la société nous impose, puisque de toute façon, c'est beaucoup plus facile quand on a le beauty privilège. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Mais je trouve que c'est quelque chose qui
petit à petit se dissout parce qu'aujourd'hui, on prône la différence entre guillemets physique. Et on prône tout ça et je trouve ça hyper intéressant qu'on évolue en fait avec le fait que si on a un nez comme ça, si on a un certain poids, qu'on soit trop mince, trop grosse ou trop normal, pardon, c'est pas ce que je voulais dire, trop dans les critères de la société, c'est ce que je voulais dire, pardon. Bien sûr. Et en fait peu importe puisqu'aujourd'hui on avance et puis... puis maintenant, il y a des mouvements comme le body positive qui un petit peu donnent de la diversité aussi. C'est ça qui est important, de ne pas voir toujours les mêmes choses. Et au niveau de la culture, est-ce que les filles, je sais que vous étiez au Liban, on va commencer par Rebecca, est-ce qu'il y a des critères de beauté en fonction de chaque région du monde? Nancy. Nancy Elle reflète vraiment la belle libanaise. Voilà. C'est comme ça qu'il faut être au Liban. Ouais. Avoir des sourcils épais, un bonnet. Après, moi, j'ai mes sourcils, je les ai pas. Il n'y a pas de microblading sur mon nez. Pour le coup, mais c'est vrai qu'au Liban, si on parle de ce pays, parce que moi aussi je suis libanaise, c'est vrai que là-bas, c'est pas du tout tabou. Donc ils ont un rapport à la chirurgie qui est totalement différente comparé à l'Europe, par exemple. Oui, pas du tout. Donc oui. Les dents, le nez, la totale. Et tu me disais même que... C'est le Liban qui a inventé même le crédit à la chirurgie esthétique. Voilà. Fou, c'est-à-dire que là-bas, tu vas chez ton banquier, il te regarde, il te fait genre, ouais, je pense que l'essence, ce serait un bon investissement pour toi. 10 000 balles. Et en fait, c'est un investissement par rapport à la carrière, par rapport au... Parce que même là, dans le magnéto, elle disait c'était aussi pour le professionnel. Et justement, elle avait besoin de rester jeune et fraîche parce que... non. Au Liban... Oui. Vas-y. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, comme pour tout, comme disait Luna, en général, même comme tu disais, pour travailler, c'est-à-dire que ça peut aider. Ça peut toujours aider. Même les présidents, aujourd'hui, quand ils ont un nez peut-être qui fait trop agressif, ils vont avoir tendance à le refaire pour un peu attirer la confiance des gens. Puis même perdre du poids aussi, comme c'est s'opposer aux critères de beauté que la société, pareil. Oui, voilà. C'était avant le président Macron, comment il s'appelait déjà ? J'ai carrément oublié. François Hollande, oui. Pardon, monsieur, j'ai oublié votre nom. François Hollande, il avait fait un régime drastique avant d'être élu, justement, président. Les gens le trouvaient smart, un petit peu. En plus, il avait sa petite relation qui marchait plutôt bien. Mais c'est vrai que c'est important pour l'opinion publique. Donc oui, ça peut aider, tu vois, même pour rendre peut-être plus doux certains traits trop agressifs. Vrai, Donc dans certains métiers, on n'est pas de là à aller peut-être dans l'extrême à faire des big seins ou quoi. Ou là, je peux la comprendre quand elle dit que finalement, ça peut complètement... Une femme très intelligente devra prouver 2 fois plus qu'une autre juste parce qu'elle aura un physique un peu de bimbo. Mais sans aller dans les extrêmes, ça peut aussi aider pour des carrières professionnelles. Mais le crédit à la chirurgie esthétique au Liban, je ne pense pas que c'était tout pour travailler qu'elles ont eu. Oui, au Liban, en fait, quand tu es naturel, tu es pauvre. Sérieux ? Je te promets que c'est exactement le mot qu'il faut employer. Ouais, d'accord. Tu es naturel, hein ? Ah ouais ? Parce que vraiment... Au Liban, quand tu as tes 18 ans, ton papa, il va t'offrir un nez, une paire de seins. Voilà. C'est comme ça, ma chérie. Même en Amérique latine, par rapport à leur corps. En Amérique latine, moi, j'ai une amie, justement, qui est colombienne. Et sa fille, pour ses 18 ans, elle voulait faire un BBL. Voilà. Mais c'est elle qui le voulait ou on lui a proposé? Après, on va revenir sur ce sujet-là, les filles. Est-ce que, selon vous, les réseaux sociaux nous influencent à faire de la chirurgie? Énormément. Oui. Énormément. Ouais. Ça a été prouvé apparemment depuis les réseaux sociaux et la mode des selfies. Le nombre de rhinoplasties a augmenté drastiquement parce que justement, en fait, la caméra de devant, elle va déformer. Donc, elle va nous avoir l'impression d'avoir un plus gros nez. C'est pas le cas. Mais les gens ont commencé tous à complexer sur leur nez. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a 3 ans à peu près, tout le monde a voulu se refaire le nez, quoi. C'est vrai. Et c'est à cause de ça, de l'objectif de devant qui grossit le nez. J'ai été victime de ça, moi aussi. Parce que la première injection que j'ai faite, j'avais 40 ans. D'accord. Wow. Et quand j'ai débarqué sur les réseaux sociaux, ah, t'es moche, tu ressembles à un mec, ton nez, ta mâchoire, ta bouche. Et après, moi, en fait, j'ai pris l'avion, j'ai commencé, aller le nez, aller la bouche, aller les pommettes, ceci, cela.
juste pour plaire aux autres, en fait. Mais j'étais conne. Parce qu'on a tous été influencés, et les commentaires aussi négatifs. Ah, c'est les commentaires, oui, en effet. Ouais. Donc là, c'est notre prochain sujet, justement, les pépites des réseaux. Et on va passer un petit magnéto, justement, où on parle de ça. Il y a 1 an, j'ai décidé de faire des injections d'acide hyaluronique. Je me suis toujours vue avec des filtres sur Snapchat, sur Instagram, etc., sur les réseaux sociaux. Ça m'a créé ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Donc vraiment l'impression de plus accepter son visage et de se voir à travers un autre visage. Donc moi, par exemple, c'était les filtres. Dès qu'on me prend en photo ou en vidéo sans filtre, je n'accepte pas du tout. J'ai été contactée pour faire un tournage et je me suis dit tout simplement, comme on va me voir à l'écran, sans filtre, il faut que je ressemble à ces filtres. Et je me dis, il faut absolument que j'aille faire des injections d'acide hyaluronique. J'arrive sur place, je vois que c'est dans un immeuble sur Paris. C'était comme une espèce de petite dépendance, un espèce de petit studio. Et il y avait déjà quelqu'un avant moi. Il y avait aussi quelqu'un qui est arrivé après moi. Arrive mon tour, elle me regarde, elle me demande ce que je veux faire. Je lui dis, je veux faire le full face, les pommettes, le nez, les lèvres, le menton et la mâchoire. Je m'installe, j'ai super peur. C'était vraiment un peu gore. C'était des grosses aiguilles qu'on m'a injectées, donc j'ai eu mal, mais j'ai supporté parce que je voulais vraiment faire ça. Quelques jours après, où en fait je commence à me regarder dans la glace et je commence à voir vraiment que mon visage est totalement différent. Et c'est là en fait où je commence à avoir ma descente aux enfers. J'étais très triste. Je me dis, il faut absolument que je trouve un médecin qualifié pour m'enlever ces injections. En fait, c'est un produit qui s'appelle le hyaluronidase, donc ça dissout l'acide. Donc on l'injecte à l'endroit où il y a de l'acide hyaluronique et ça le dissout. Donc faut pas non plus en mettre trop. C'est pour ça que j'ai eu plusieurs séances par la suite, parce que sinon en fait ça risque d'enlever l'acide naturel du visage. Il faut vraiment très bien doser. Mais je me suis dit de toute façon je peux pas rester comme ça. Genre je préfère limite ressembler à quelqu'un de 70 ans plutôt que ressembler à quelqu'un de bouffi. Voilà. Donc il m'enlève du coup les injections. Tout de suite, on voit un changement. Mais comme j'en avais énormément, malheureusement, ça n'a pas pu tout enlever d'un coup. Je me regarde, je vois toujours pas mon visage en fait. Donc je me dis, mais comment je vais m'en sortir quoi Mais là, en fait, je vais être bouffie aux yeux du monde en fait. C'est même pas France, c'est dans le monde entier. Je suis dépitée, j'en pleure. J'en arrive à un point où je ne me regarde plus dans la glace. Je restais chez moi, j'avais même plus envie de sortir, je voulais même plus que les gens me voient. J'avais l'impression d'être un monstre en fait. À partir du moment où arrive la diffusion, ça a été super dur. Je me suis regardée, j'ai pleuré. On voyait que ça, on voyait mes joues hyper gonflées, mon menton qui ressortait tout pointu. Franchement, il y avait rien qui allait. Je me dis ok, donc là comment je me vois, tout le monde va me voir comme ça vire au cauchemar. La pauvre. Voilà les filles, ce que les filtres font, la dysmorphophobie. Donc du coup, c'est déjà arrivé ça t'est déjà arrivé Exactement la même chose, juste avant un tournage. En fait, j'étais avec mon copain de l'époque qui, par exemple, il me touchait tout le temps le nez. Il me disait, faudrait trop que t'aies le nez à Nabila. C'est pas vrai. Ouais. Il me disait, mais toi, une fois que t'auras les facettes... C'était qui cet idiot? Paga. Ah, ok. Il fantasme sur Nabila. Et ouais. Ça se voit. Ouais. Beaucoup. Et en fait, il me disait, il faut que tu te refasses les dents comme elle, nanana. Première chose que j'ai faite, c'est que je suis arrivée au Mexique. Et en fait, le tournage était dans 1 mois et demi. Donc, je me suis dit, là, je vais partir à LA. Le temps que je revienne, faut que je fasse tout vite. Je vais faire ça au Mexique. J'ai fait ça au Mexique, mes dents. Quand je suis arrivée à LA, là, pour le coup, toutes mes dents, elles tombaient. Oh my God. Ouais. Donc, après, je suis retournée à Marseille et il y a un docteur qui m'a dit, écoute, on va vous mettre des dents comme ça en attendant, mais va falloir manger rien de dur pendant tout le tournage. Pendant ton tournage, t'avais peur pour tes dents? Ouais, j'avais des fausses dents collées, en fait. Il fallait me refaire toute la bouche. Parce que j'étais tombée sur un mec au Mexique qui avait fait n'importe quoi. Mais moi, comme il me disait, il faut que tu fasses ci, ça, et je voulais, en fait, franchement, je voulais lui plaire parce que j'étais amoureuse, qu'on avait beaucoup de projets ensemble et tout. On faisait construire une maison, machin. Je voulais que les choses elles soient bien faites. Et surtout, la condition sine qua non pour qu'on soit ensemble, c'était que je fasse les Marseillais. Donc je me suis dit, ok, je vais faire les Marseillais, mais je vais les faire bien. Et les meufs là-bas, elles doivent être en bombe. Moi, je regarde pas la télé, mais je me dis, c'est quand même un niveau où les meufs, elles sont toutes trop fraîches. En fait, je pense qu'à la base, tu devais avoir un gros manque de confiance en toi pour pouvoir accepter toutes ces choses-là, parce qu'à la base, t'étais très jolie. Juste avant, écoutez, il est parti du coup à Dubaï pour faire le tournage. Il m'a fait commander plein de super grands vêtements de ouf, genre des robes de soirée, des machins. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit,
waouh, mais ça va vraiment être un truc de ouf. Faut que tu sois au level, extension, la faux ongle, tout, la totale. Et là, je me dis, je me regarde dans la classe, je me dis, mais je sais pas, je trouve que mes lèvres, elles sont trop petites, machin. J'arrive chez la nana et la nana, elle me dit, non, mais vas-y, tes lèvres, c'est vrai, on va faire quelque chose, mais attends, j'ai un truc pour toi, ça va être encore plus incroyable. Et là, vous voyez, moi, j'ai la jawline super tracée, quoi, naturellement. Et grâce à Dieu, il n'y a plus rien dedans. Mais elle a commencé à m'en mettre là, pour que j'ai un point, un pointu. Un menton pointu. La vache. Ouais, et là. Et donc, du coup, t'as mis de l'hyaluronidase pour enlever? Non. Bah non, ça naturellement, ça s'est enlevé seul. Ça part jamais. Pendant... Je sais pas, ça émigre. 6 mois. Exactement. Ah ouais, parce qu'il y en a qui font des allergies à ce produit. Hein. On avait le cas de. Mais là, c'est pas une allergie qu'elle a fait? Marwa. On avait une candidate de télé-réalité qui s'appelle Marwa, qui avait vraiment. Mais ça, c'est l'hyaluronidase, ouais. Oh, il y a l'hyaluronidase parce que pour enlever ces injections. Ouais. Tu peux être allergique complètement au produit. Et en plus, même quand ils te font des injections et qu'ils te disent que ça dure 8 à 12 mois, par exemple, ça dure jamais 8 à 12 mois. C'est juste que ça migre ailleurs. En réalité. J'en suis la preuve. Ça fait 2 ans, j'en ai plein. Ça se verra toujours que tu en as fait quand tu en as fait. Ça se verra toujours. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est déjà fait injecter. Qui a fait des injections déjà sur le plateau? Et vous avez eu. Donc, à quel niveau? Peut-être vous, je pense, juste la bouche, peut-être? Moi, j'ai fait une fois, j'ai fait des injections. C'est très réussi. C'était il y a 2 mois et j'ai l'impression que tout est parti, mais on me dit que ça se voit encore, mais j'ai l'impression que tout est parti. Tombé sur quelqu'un qui a su doser, parce que des fois, il y en a, ils savent pas doser. Oui, c'est vraiment naturel. Moi aussi également les lèvres, parce que j'avais des lèvres très pincées, mais j'ai fait à peine. Et pour revenir sur ce que tu dis, et par rapport au filtre et à la vidéo, je pense qu'il y a 2 choses au-delà de ta relation qui était particulière et sur laquelle je ne vais pas me positionner. Et sur le regard de l'autre sur soi, je pense qu'il y a un travail à faire déjà initialement sur soi, parce qu'en fait, on est tellement exposé et surexposé, même quand on ne veut pas. Pour le coup, je suis pas dans le monde de l'influence et je vois toutes ces nanas incroyables. Moi-même, j'aurais pas pensé faire des injections, j'en ai fait également. Et au-delà de ça, je pense que le filtre, c'est OK quand on pose avec une copine et que c'est sympa et 2 secondes. Mais quand on pense qu'on est le filtre, qu'on devient le filtre, c'est là où c'est problématique. Comment faire la besoin. Il faut savoir faire la différence, en fait, tout simplement, et avoir confiance en soi, s'aimer, ne pas avoir besoin d'un filtre. Et c'est le filtre qui créera le complexe. Là, c'est ce qu'elle disait en fait dans la vidéo. Je ne sais pas si vous avez entendu. Elle disait qu'en fait, elle voulait ressembler à son filtre préféré. Vous avez des filtres préférés? Et tu peux pas ressembler avec des injections. C'est aussi ça le problème. Un docteur qui va dire oui, c'est possible. Non. Ce n'est pas possible. C'est du mensonge. Si tu rentres chez un docteur, tu lui montres un filtre, il dit OK, avec mes 3 injections, je vais te faire ressembler à ce filtre. Non. Dis-moi, toi, Rebecca, qui a déjà fait des injections, t'as déjà eu un problème parce que t'as dit le produit migre. Oui. J'avais une tête, j'avais plein de bosses partout. J'avais des bosses partout sur mon visage. Pourquoi t'as fait ça, du coup, toi, en fait? Parce qu'en fait, j'ai un physique qui est fort, mais j'avais une tête de maigre. Ah bon? T'étais toute fine? J'étais toute fine. Alors, j'ai commencé. J'ai commencé par me faire des pommettes. C'était juste horrible. Et heureusement que j'ai connu un docteur. Est-ce que je peux dire son nom ou pas? Non? Oui, bien sûr. Voilà. C'est le docteur Belhadj. Il m'a tout enlevé. D'accord. Avec ce produit-là, je sais pas. Il y a aussi des choses qui se font clandestinement et qu'il faut prévenir parce qu'il faut se faire ça chez un médecin praticien. D'ailleurs, le frère de Elsa est médecin dans le 16e, donc lui, il le sait. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de petits appartements où les gens vont pour se faire des injections. Et ça, justement, ce ne sont pas des vrais médecins qui le font. Elles font des formations où ils apprennent à médecine esthétique. Non, parce qu'il y a une vidéo aussi qui a tourné sur TikTok où un médecin, il explique que l'une de ses clientes, elle est venue et la personne, justement, elle avait mal piqué, elle avait piqué dans le muscle. Donc, en fait, tous les muscles de son visage se sont nécrosés. Et maintenant, elle doit faire des greffes de la peau sur le visage. Et ça, c'est tellement dangereux. Donc, les filles et les garçons qui nous regardaient, allez chez un médecin de chirurgie esthétique, un vrai médecin. Et non pas... Mais c'est super grave, là. C'est très bien ce que tu dis.
c'est-à-dire qu'ils piquent au mauvais endroit parce qu'ils ne sont pas formés. Et au-delà de ça, ils sont capables de te mettre finalement un produit qui est valable pour, par exemple, la mâchoire dans les lèvres, alors que c'est beaucoup plus dense. Donc tu auras des lèvres comme ça, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas finalement la différence entre chaque produit. Et c'est vrai, il y a des acides qui sont différentes. Il y en a un qui est très fluide, il y en a un qui est moyen et un qui est très dur. Et il y en a les plus denses, c'est les plus compliqués à faire. C'est pour les fesses, par exemple. Celles qui pratiquent ça de façon clandestine, elles peuvent très bien t'injecter du produit qui est à mettre à la base sur une partie du corps, sur le visage. Les embolies, ça peut même... C'est très dangereux. Après, s'injecter dans la veine, on peut en moi mourir aussi, j'ai littéralement. En fait, il y a une personne qui m'a contactée. Je venais de commencer les réseaux sociaux. J'étais un petit peu fauchée, un petit peu paumée. Et c'était gratuit. Je me suis dit, tiens, j'y vais. La catastrophe. Je suis ressortie avec une tête. Il faut faire très attention. Il faut faire attention. Et encore, tu as eu de la chance. Tu as eu de la chance que tu n'aies pas piqué dans le muscle. T'imagines? Mais moi, il m'a piqué dans le muscle, le chirurgien officiel super connu. Ouais, ça, on en parlera après, t'inquiète. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est que je me dis que même en étant avec des chirurgiens, et moi-même, j'ai interviewé des femmes qui ont eu les mêmes problèmes que moi, avec des médecins officiels reconnus dans des hôpitaux publics même. Il faut faire attention, même un bon médecin, il peut être, on ne sait rien, avoir fait la fête un petit peu trop la veille, et puis... pas avoir toute sa tête et te piquer n'importe comment, quoi. Et finalement, quand tu vois que même des Kylie Jenner, quand elles ont assez de moyens pour prendre les meilleurs chirurgiens, quand elles font même des injections, ça se voit, c'est que finalement, comme elle disait, c'est pas encore vraiment au point comme on l'espère. Même les meilleurs chirurgiens. Et mentent quand tu dis le produit part. Il part jamais. Ouais, il part jamais. Non, il part jamais. Il part jamais. Moi, ça fait 2 ans. En tout cas, ça se voit toujours. Dans les muscles, j'en ai partout. Depuis 2 ans. Et j'ai fait 18 opérations pour le retirer. Donc tu vois, j'ai 18 opérations pour le retirer. Au bout de 2 ans, il y en a encore, alors que c'est censé rester 6 mois. C'est ça. Ouais. Tu vas tout nous raconter en détail tout à l'heure. Là, on va juste clôturer. Juste pour dernière par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux nous donnent plus de complexes ou nous motivent à être la meilleure version de nous-mêmes rapidement? Complexe. Complexe? Oui. Moi, je pense que ça dépend... de l'état d'esprit. Ça dépend de ton état d'esprit, ça dépend des personnes que tu suis. Parce que moi, je sais que, par exemple, sur mes réseaux, je défends pas mal l'acceptation de soi, que ce soit physique ou intérieurement, je veux dire. Et je suis énormément de personnes qui défendent les mêmes choses. Et je sais que ces personnes-là, il y en a de plus en plus. Et merci à elles d'être là, parce que, genre, quand je vois des jeunes filles, pareil, qui sont complexées alors qu'elles sont super jeunes et qu'elles ont toute la vie devant elles et qui sont complexées pour des choses, des complexes, quoi. Heureusement qu'il y a ces influenceuses qui sont là, ces influenceuses ou même ces personnes de télé-réalité qui défendent ces choses-là. Après, je regarde pas trop la télé-réalité, je vous avoue, mais genre, je sais qu'il y en a quand même qui défendent ça. Quand tu vois Kim Kardashian et Beyoncé qui ont le même âge que moi, elles, on dirait des sirènes et moi à côté un poisson pané. Franchement, non mais arrêtez, voilà. Voilà. Après, voilà, il y a complexe, je suis désolée. Oui, ça complexe. La meuf, on dirait une sirène. Oui, mais elle a peut-être pas investi autant. Là, la prochaine Après, elle défend pas l'acceptation. Pardon. Elle défend pas l'acceptation de soi, Kim Kardashian. C'est pas le genre d'influenceuse qu'on suit quand on a. Follow du coup. Ça dépend. Il faut se protéger en fait dans la vie. C'est comme. Tu veux pas aller parler à des gens qui sont toxiques. Tu veux pas d'amitié toxique. Mais tout le monde est toxique maintenant. Non, il y a des gens genre vraiment qui sont dans le motivational speaker. Alors là, aller à la gym, prendre soin de toi, bien manger, etc. Et c'est à toi en fait. On est des adultes. Donc alors là, les filles, on va réagir sur un magnéto, toujours dans la bienveillance, parce qu'on est là pour aussi faire de la prévention et c'est très important. Donc on parlait des influenceuses et des stars de télé-réalité qui font régulièrement des actions de chirurgie esthétique. On va envoyer le magnéto de la dernière intervention de Jessica Thivenin. Ma cicatrice est là, voilà, en fait, sur les côtés, ici, on voit pas bien, voilà, ici, en fait, il y a les points, vous voyez les points bleus? Tac, tac, tac. Voilà, les points sont ici, comme je vous disais, en fait, parce qu'il a tiré la joue d'un côté et de l'autre, et voilà. Et pourquoi je l'ai fait maintenant? Mais parce que j'ai 33 ans, les gars, et parce que c'est facile de dire je le ferai dans 10 ans, mais on ne sait pas ce qui se passera dans 10 ans, on ne sait pas comment ce sera. J'ai envie de le faire maintenant, parce que j'ai envie de me sentir bien, tout simplement. Et rien que là, je sais que je vais me sentir bien. Genre, rien que là, je le sais. Genre, j'ai 0 regret. Voilà. Je suis trop contente. Ça va être trop bien. Je sais que ça va être trop bien, ça va être naturel et tout.
Je vais pas être comme un hippocampe bien tiré ou quoi. Non, franchement, ça va être très très bien. Donc mes points sont là, il me les a bien montrés tout à l'heure. Alors le scotch, c'était juste pour tirer. Il m'en a laissé 2. Je sais pas pourquoi il m'a laissé partir comme ça. J'ai une tête de starbé là. Ouais, tu flippes un petit peu quand même, c'est le visage. J'ai fait mon nez, mais j'ai fait à peine. C'est pas quelque chose qui se voit de fou. Tout ce que j'ai fait, en fait, c'est vraiment à peine. Bon, à part les seins, c'est pas du tout à peine. C'est tarpin beaucoup. Moi, j'assume. Je suis contente. Je me sens mieux quand je vois mon parcours. Les années passées et ce que j'ai pu faire, je n'ai aucun regret. Malgré les critiques que je peux recevoir, souvent on m'écrit, on me dit je sais pas comment tu fais, elle me touche pas, je m'en branle. Après oui, genre ce qui va m'énerver, c'est par exemple je mets une photo à Walt Disney et que d'un coup tous les bons commentaires c'est ma tête, on voit que tes rides, parce que là si vous allez voir, parce que là ça me fait rire, hein, parce que là tout le monde dit ouais t'as tout refait nani nana, mais allez voir vos commentaires sous ma photo de Disney, vous étiez les premiers à me faire remarquer que j'avais des rides des joues, hein, que j'avais, on dirait que j'ai 70 ans. Donc voilà, donc vous voyez bien que là encore une fois c'est une cause à effet, elle a été critiquée à cause de ses photos, voilà. Donc les photos où... après il faut accepter son âge. Non mais elle a 33 ans, elle est très jeune. Elle est trop jeune. Très jeune. Je crois qu'elle avait un cas, c'est donc voilà, donc c'est une cause à effet, donc une critique des réseaux sociaux qui a mené aussi à cette intervention. Elsa? Honnêtement, je trouve qu'elle est beaucoup mieux maintenant. Alors bien sûr, là on voit avec les bleus comme n'importe qui sort d'une opération. Le résultat, on va vous mettre en post-prod. C'est vrai que le résultat, il est bluffant, mais est-ce que c'est pas dangereux aussi de montrer aux jeunes que faire un genre de semi-lifting des joues à 33 ans, c'est très très jeune, mais après, bon, elle fait ce qu'elle veut. Et tu crois pas que c'est dangereux aussi que les gens ils critiquent des personnes derrière leur écran? Parce que ça mène à ça. Voilà. Non, mais si elle n'avait pas eu le problème, c'est qu'elle aurait peut-être jamais fait cette opération. Et maintenant qu'elle a fait ça, on va encore la critiquer parce qu'elle a fait ça. C'est toujours des critiques, donc il ne faut pas se baser sur ça. Mais ouais, c'est facile à dire quand il y a 2000 personnes qui tombent sur toi comme ça du ciel. Des insultes, je te promets que ça fait mal. Hein. Ouais, je suis suivie par des millions de followers et quand ils commencent à m'insulter, limite j'ai envie de m'enterrer vivante. Moi, je suis avec elle, je la trouve super belle. Ouais. Voilà. Franchement, moi, les insultes, ça m'a jamais fait penser à me changer. C'est mon mec, ok, parce qu'il te met dans une matrice. Lui, oui, parce qu'il m'avait mis dans une matrice du fait de maintenant tu vas être influenceuse, donc il faut que tu sois parfaite et tout. Et lui, c'est lui qui m'a mis dans le truc. Mais après, j'ai compris, il y a plein d'autres influenceurs, chacun fait ce qu'il veut, etc., etc. Mais en soi, moi, les critiques... elles m'ont pas... Je pense qu'il faut être sacrément bien construit. Ma chérie, quand t'es suivie par 400 000 personnes, c'est pas pour... voilà, c'est ma copine. Moi, on m'a dit t'es une pute. Mais quand... moi, ça, c'est une virgule. Hein, c'est entre les mots, franchement. Voilà, plus que le physique. Mais quand t'es suivie par 3 millions... 3 millions, ma chérie, on te lâche pas des trucs limite envie de t'étrangler des fois, la vérité, sans hypocrisie. Moi je sais que j'étais, quand je recevais toutes ces critiques, j'étais au plus bas parce que j'étais à l'hôpital, c'est le moment où je recevais le plus de haine par rapport à une opération que j'ai faite qui fait que en fait il y a eu des problèmes par la suite de cette opération. Je suis restée presque 1 mois à l'hôpital du coup. Et dans une chambre stérile où je pouvais pas non plus sortir dehors. Bon, il y avait des exceptions, mais de base, j'étais pas censée. Il y en a eu une en vérité en plus. Et en fait, c'est au moment où j'étais au plus bas que les gens m'ont attaqué vraiment. Et tu disais quoi en fait comme critique? En fait, pour qu'on soit clair, cette chirurgie, c'est pas de la chirurgie esthétique, c'est de la chirurgie réparatrice que j'ai fait, car j'ai subi une opération de changement de sexe, donc pour une vaginoplastie, et qui s'est mal passée, du coup. Alors, bon, je sais que ça regarde personne en vérité, mais c'est pas, c'était interne, le problème, c'était pas physique ou quoi. C'était vraiment interne, et en fait, du coup, j'ai dû y rester plus longtemps. Et ouais, les gens me disaient, en fait, tu pleures maintenant, mais si tu pleures, t'avais qu'à pas le faire, en fait. Mais sauf qu'en fait, moi, j'en avais besoin parce que je prône l'acceptation de soi, mais moi, je m'accepte en tant que personne transgenre. Et j'avais besoin de faire ma transition pour me sentir moi-même. Et en fait, c'est moi-même. Même si je fais de la chirurgie, je reste moi-même.
Et du coup, c'est là que les gens m'ont le plus attaqué, en fait, vraiment. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Et je trouve que c'est plus facile de critiquer des gens qui ont fait de la chirurgie. Et je l'ai vu pour mon expérience personnelle également. Parce que moi, j'ai fait une liposculpture il y a 1 an aussi, pareil. On était à l'hôpital en même temps, je crois. Il y a moyen. Ouais. Et du coup, moi, c'était pour régler aussi, réparatrice, pour régler un problème que j'ai eu. Donc, je vais faire de la prévention 5 minutes. La cryolipolyse, ne faites jamais ça. Parce que moi, en fait, au contraire, il y a quelques années, il y a 5 ans exactement, j'ai fait un peu de cryolipolyse sur mes cuisses, sur les côtés. Et je suis ressortie avec des douleurs atroces. Avec mes 2 côtés, j'avais les stigmates de la machine. J'avais 2 auréoles violettes qui sont restées 2 ans. Et j'avais des coups de jus d'électricité. Et quand j'ai fait un maigrissement, j'avais 2 boules de graisse qui étaient de part et d'autre de mes cuisses. Donc du coup, j'étais archi complexée. Et comme moi, je suis quelqu'un de très sportif, je vais courir souvent et tout ça, je me suis dit, bon, je vais essayer de courir, peut-être ça va partir un petit peu avec le sport, etc. Mais non, en fait, c'était de la graisse qui avait fusionné de part et d'autre. Donc c'était comme du vieux gras, impossible à éliminer. Du coup, j'ai eu recours à cette chirurgie. Donc, ce que j'ai fait, vu que j'avais perdu des fesses, j'en ai remis dans mes fesses, j'ai fait ma liposculpture pour me sentir au mieux dans mon corps. Et je trouve ça horrible que des gens, ils se permettent justement, parce que tu as fait de la chirurgie esthétique, de te pointer du doigt ou de te critiquer. Moi, carrément, cet été, moi, pour ceux qui le savent, je fais les marchés, je travaille voilà, dans la rue, je fais des tresses africaines et tout ça. Et j'ai même pas une cliente, une passante qui m'a regardée et qui a vu mon corps et qui s'est assise sur un banc derrière moi et qui m'a montré du doigt et qui m'a dit « Ah, mais c'est moche, elle est refaite de partout. » Et elle m'a critiqué avec sa clope. Elles n'ont pas d'argent. Et elle m'insultait gratuitement. C'est ça. Tout simplement parce que j'ai fait de la chirurgie esthétique, donc elle s'est sentie, elle a senti qu'elle avait le droit, comme si elle était comme si elle était en train de scroller sur les photos de Kim Kardashian, elle a critiqué, sauf que moi j'étais en live en face d'elle et elle m'a insultée, on a failli se battre. Donc laisser les gens faire ce qu'ils veulent en fait à un moment donné. C'est là que tu vois que finalement c'est eux qui ont les plus gros complexes. En fait, ces gens-là, ils n'ont pas d'argent, ceux qui critiquent. Moi je le dis, je m'en fous, c'est moi. J'assume. Ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas de thunes, qui rêvent d'en faire, mais puisqu'ils ne peuvent pas, ils insultent. Ouais. Voilà, tout le monde a envie d'avoir un beau visage. On est en 2023, on ne va pas se cacher. On veut être fraîche, on veut être mince, on veut avoir des gros nichons, on veut avoir un BBL, on veut... Mais les filles qui critiquent, qui disent « Moi, je suis belle au naturel et à la tête de je sais pas quoi, je préfère être belle et refaite que moche et naturelle. Hein. » Rebecca, je pense... Voilà. Après, c'est selon les critères de la société, bien sûr. Hein. Et la société, je pense que c'est plus de la frustration que de l'oseille. On m'a souvent dit la frustration, c'est la petite cuisine du désir. Voilà, c'est ça. Pourquoi il faut toujours faire attention à nos mots pour pas blesser l'autre? Et eux, quand ils nous blessent, Malish, c'est pas grave. Elles n'ont pas d'argent. Si elles en avaient, elles auraient même opéré leurs yeux, gars. En fait, ce qu'il faut, c'est juste pas inciter. Je pense que justement, quand on se fait... Chacun se démerde. Si on a envie de faire quelque chose, il faut bien parler sur ses réseaux, dire... Pourquoi, voilà, moi, je fais une reconstruction parce que je me sens pas bien. Je suis pas d'accord. Si vous vous sentez moche, les filles, faites de la chirurgie esthétique. Donnez-vous les moyens. Vous serez plus belle, vous serez mieux dans vos têtes. C'est la vérité. Mais elles vont pas forcément... Les bonnes personnes. Voilà, mais elles vont... Je suis pas d'accord à fond. Je suis d'accord un peu, mais pas jusqu'au bout. Mais pourquoi t'es pas d'accord? Tes lèvres, tu les as pas refaites? Pourquoi tu les as refaites? Oui, alors, moi, si tu veux tout savoir, parce que je trouvais que ça manquait de superficialité, ce beau visage naturel. Non, je rigole. T'es très jolie, t'es une très très belle fille. Justement, mais pourquoi t'as fait les autres? Parce que moi, je voulais tester. Alors déjà, j'ai fait des injections dans les lèvres il y a très longtemps, et c'est pour ça que j'ai parlé du fait que ça restait pas 8 à 12 mois, si ça peut encore se voir, parce que ça fait très longtemps. Moi, j'aime bien tester, je suis pas du tout contre la chirurgie. Non, par contre, je suis pas du tout contre. J'ai testé, t'avais un complexe et t'as fait comme moi. Non, justement. Alors justement, aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que les gens ne font plus de la chirurgie seulement pour réparer un complexe. Parfois, c'est seulement pour s'intégrer dans un environnement ou peut-être que, tu vois, c'est quelque chose de tellement accessible que finalement, aujourd'hui, c'est plus seulement pour réparer un complexe. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien parler avec sa communauté pour leur dire, aux gens ce que est-ce que vous êtes sûr, est-ce que c'est pas juste un effet de mode? Comme à l'époque, l'effet de mode, c'était d'être super bronzé. Enfin, non, d'être super blanc. Maintenant, c'est d'être plutôt bronzé. Est-ce que c'est pas un effet de mode? Parce que pour le coup, si vous le faites, il y en a, ça pourra pas changer, quoi. Moi, si je peux dire par rapport à... Je reviens sur ce qu'elle a dit, parce que moi, je suis pareil. Alors, ma chirurgie reconstructrice, j'en avais besoin. Oui.
parce que j'en avais besoin, tout simplement. Et je suis vraiment d'accord sur le fait qu'on n'a pas à se justifier pour faire la chirurgie, etc. Moi, je le fais parce qu'on est sur le plateau et qu'on est là pour ça. Mais moi aussi, avec mon souci, je le fais. Mais voilà. Aussi, j'ai été victime d'une agression, mais carrément physique, quoi. Voilà. Moi, ma poitrine, j'ai refait ma poitrine parce que j'avais envie qu'elle soit plus grosse parce que je trouvais que c'était pas assez proportionnel. Après, encore une fois, j'ai le corps d'une femme transgenre, donc forcément, je voulais aussi me reconstruire. Mes lèvres, c'était un caprice. Je n'avais pas de complexe avec ma bouche. Juste vraiment très belle. Hein. C'est très naturel, les lèvres. En plus, pour le coup, tu me l'aurais pas dit, j'aurais pas. Mais parce que je voulais juste, en fait, je voulais juste le faire très léger. Et en fait, j'en avais marre de faire du contour avec un crayon à lèvres. Et en plus, donc, à chaque fois que j'embrassais mon copain, ça partait, fallait que je refasse et tout. J'ai dit, c'est bon, je vais faire des injects et comme ça, au moins... Alors qu'il n'y avait pas forcément de complexe. J'avais pas de complexe. Pour ma bouche, j'en avais pas. Pour ma poitrine, j'en avais un. Pour ma bouche, non, j'avais pas de complexe. Et c'est ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, les gens en font sans forcément avoir de complexe. C'est très bien que tu aies la parole, ma petite Nancy, parce qu'on va passer à la chronique. On va essayer de voir s'il y a un lien entre l'astrologie et la chirurgie esthétique. Yes. Donc, c'est la chronique astro de Nancy. Vas-y, Nancy. Alors, moi, je vais vous parler de la relation signe astrologique, chirurgie, parce que je suis là pour ça. Oui. Alors bien sûr, je ne vais pas vous expliquer qu'il y a un signe astrologique que vous retrouverez toujours faire de la chirurgie. Là, il y en aurait un autre qui n'en fait jamais, ça ne voudrait rien dire. Ouais. Donc je vais surtout vous parler des comportements des signes astrologiques autour de la chirurgie. Okay. Donc je vais diviser ça par éléments. C'est-à-dire qu'il y a 4 éléments en astrologie. Il y a les éléments terre, feu, air et eau, pour simplifier les choses. Donc, on retrouve souvent les... Alors, je vais commencer par l'élément feu, avec le lion, le bélier et le sagittaire. Et on retrouve très souvent le lion faire de la chirurgie parce qu'il a peur de vieillir. C'est surtout à ce niveau-là. Okay. C'est pour la vieillesse. Pour le coup, c'est aussi un signe qui, en général, aime bien briller, aime se montrer. Donc, c'est vrai qu'on peut souvent le retrouver faire de la chirurgie. On a Madonna, qui est un très bon exemple de « je ne veux pas vieillir ». C'est vrai. Tu vois, qui abuse aussi un petit peu. Le bélier qui, lui, pour le coup, peut facilement faire confiance, donc peut se lancer parfois et sans avoir trop regarder les avis, pris en compte les avis. On a l'exemple, voilà, qui est bélier. On a aussi l'exemple de Noémie Mabel, qui est passée, Noémie Mabel, qui est bélier, qui est passée sur TPMP pour expliquer justement une chirurgie qui s'était mal passée parce qu'elle avait peut-être pas assez, elle s'était pas assez renseignée sur. D'accord, donc elle a foncé. Tel un bélier, exactement. On a le sagittaire qui, lui, pour le coup, s'assume assez facilement, sauf quand il a un métier d'image. Donc, souvent, quand il est dans un... Terry Hatcher, par exemple, Suzanne dans Desperate Housewives, elle qui a été vraiment très loin, qui, depuis très jeune, qui pousse beaucoup au niveau chirurgie, mais sinon, c'est un signe qui s'assume assez facilement. Donc, c'est le signe... Donc ça, c'est pour la catégorie des signes de feu. De feu. Ensuite, si on parle des signes d'air, alors on a la balance, elle aime toujours être belle. C'est-à-dire qu'être belle, c'est une de ses priorités dans la vie. Kim Kardashian qui est un très bon exemple, voilà, donc très compète à ce niveau-là. C'est aussi un signe qui va se lancer assez rapidement parce qu'il s'enflamme vite. Le Gémeaux, alors lui, c'est double, c'est-à-dire qu'il prône le naturel. Vraiment, il est du genre à vraiment prôner le naturel, mais c'est un Gémeaux et j'ai 2 exemples parfaits qui vont bien vous parler. On a Giuseppa, l'exemple de Giuseppa qui est très naturel, qui prend toujours des photos d'elle, même totalement démaquillée. On a l'exemple de Mila. En général, les Gémeaux, quand ils se lancent dans la chirurgie esthétique, c'est beaucoup Mila plus... Jasmine. Mila Jasmine. C'est plus pour réparer des complexes. C'est pas vraiment... Mais Mila, d'ailleurs, elle a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube où elle assume toute la chirurgie qu'elle a fait. Allez la voir parce qu'elle fait de la prévention et c'est vraiment très intéressant. Du coup, et le dernier signe d'air, le Verseau. Alors, c'est un signe en général qui s'assume totalement, qui n'a pas trop de complexes. On a Alicia Keys qui est un très bon exemple, qui sort tout le temps sans maquillage, qui montre vraiment, c'est vraiment, elle influence les gens dans cette direction. Par contre, quand il l'en fait, en général, c'est vraiment pour plaire à une personne en particulier. C'est pas vraiment pour la société. Lui, en général, il est vraiment pas dans les codes. C'est vraiment pour plaire à une personne, parce qu'en amour, très dévoué la Verseau. Je parle des femmes. Ok. Si on s'attarde un peu plus sur les signes d'eau. Voilà, Poisson, c'est le signe qui est le moins dans les excès et qui est le moins à pratiquer ça. En général, c'est un peu aussi un peureux. Non, mais parce qu'il faut savoir que ça fait peur, la chirurgie. Je veux dire, le bélier... Moi, j'ai réfléchi longtemps. Moi, je suis Poisson, les filles. Il réfléchit longtemps, il va se renseigner vraiment très longtemps avant de se faire opérer. Il n'est pas dans la précipitation. D'accord. On a le Scorpion. Scorpion, souvent, il va faire des injections des sillons nasogéniens. Parce qu'il a souvent les sillons nasogéniens un peu tracés à force de se méfier. Mais c'est vrai, remarquez. Donc non, et lui s'assume à fond. Le Scorpion, quand il le fait, il ne le cache pas du tout. Oui.
Roubaba, elle est scorpion d'ailleurs, je lui fais un gros bisou. Et elle a fait ceci. Et Roubaba, elle assume totalement. Ouais, mais ils n'ont pas trop de... Ouais. Ils s'en cachent pas. Le cancer, lui en général, il a pu remarquer-le. J'ai fait d'ailleurs des vidéos sur YouTube pour parler des traits physiques des signes astrologiques. Ouais. En général, une baby face. Donc comme le lion, c'est plutôt en vieillissant qu'il fera des choses, de la médecine esthétique pour rajeunir plutôt. Il n'est pas trop dans les excès. Maintenant, si on passe au signe de terre pour finir, je pense. Signe de terre. Alors, on a 2 taureaux sur le plateau déjà. On va commencer par taureau. Exactement. Alors, la femme taureau. Alors, le taureau, c'est le signe qui est le plus dans les excès. C'est-à-dire, déjà dans tout. Il est très gourmand. Quand il fait la chirurgie, parce que ça voudrait rien dire de dire que tous les taureaux en font ou pas, tu vois. Mais en général, ils sont dans les excès. C'est-à-dire, quand ils aiment beaucoup. Oui. Voilà. Ils peuvent être accros. Donc, ils peuvent être dans les excès. On a Maëva Guénam, Donatella Versace, Janet Jackson. Diva Rebecca. Diva Rebecca. Et Elsa Lelouch. Elsa Lelouch, elle est... Ouais, non, pour l'instant. Tatillon pour le moment. Taureau. Mais après, bon, encore une fois, tout n'est pas allié à c'est-à-dire que ce que j'explique, c'est pas... Tous les taureaux ne vont pas forcément être dans les excès. Sûr. Il y en a forcément qui n'auront même pas pratiqué de chirurgie. Ensuite, Capricorne, lui, pour le coup, tout à l'heure, tu as parlé de... Jessica, qui est Capricorne. Voilà, de complexe ou d'être la meilleure version de soi-même. Lui, c'est ça. Lui, quand il fait la chirurgie et que tu lui demandes pourquoi, il te dira moi, si je peux être meilleure, j'ai aucun souci à le faire. Mais c'est vrai que Jessica a un glow-up de fou, quand même. Bah ouais, un Capricorne, elle se sent mieux dans sa peau, ça se voit, elle rayonne, tu vois, elle est mieux dans sa peau et tout ça. Ouais, donc depuis Capricorne. Par rapport à avant, quand tu as avant combien de temps émissions, quelques années, oui. Il y a quelques années. Donc vas-y, je te laisse terminer, Nancy. Du coup, oui, en général, Capricorne va au bout de ses projets. Donc, s'il a dans la tête l'idée de se faire opérer, en général, c'est pour s'améliorer. Il n'aura pas de... C'est pas forcément pour régler un complexe. C'est vraiment, il souhaite être la meilleure version de lui-même, dans tout, même au niveau pro. Et enfin, le Vierge, lui, il va vraiment réfléchir. Et lui, il peut se lancer pour des petits détails. Vraiment, moi, j'ai une copine, elle est Vierge, elle fonce, quand il s'agit de chirurgie esthétique. Et ils peuvent être dans les excès. Bon, on a les frères Bogdanov, Vierge, dans les excès. On a aussi parmi les plus grands ratés, on a beaucoup de vierges, parce qu'ils ils peuvent aussi être dans les excès, abusés quand ils aiment à fond. C'est un peu comme le taureau aussi. Donc voilà. Et sinon, les signes d'air en général mais forcément, plus tu vas abuser, plus tu auras de chances de te rater. C'est juste. On m'a raté, J'ai encore les séquelles. Et tu vois, et même si tu enlèves. Avec le hyaluronidas, tu vois toujours... De quoi? Non, la cicatrice. Non, en fait, elle a une cicatrice. Mais ça, on va en parler de non, je m'en fous. C'est vrai qu'on a un petit peu débordé sur le sujet. Et donc, voilà pour ma chronique astro. Donc, du coup, c'est très bien qu'on parle de ratés. Merci pour ta chronique, c'était très, très bien. Je suis très contente. On va faire un petit manito sur les ratés obsessionnels, justement. Un petit manito, s'il vous plaît. Rajen Narin Singh. Rajen Narin Singh décide par-dessus tout rendre les traits de son visage un peu plus féminins. Mais voilà, il n'a pas beaucoup d'argent. Il décide donc de faire appel à O'Neill Ron Morris, un chirurgien au noir peu coûteux, qui lui promet monts et merveilles. Mais ce que Rajen Narin Singh ne sait pas, c'est la raison pour laquelle le chirurgien Ron Morris est si peu cher. Il n'est pas du tout médecin. C'est alors l'occasion pour le faux chirurgien de tester sur Narin Singh le mélange qu'il vient juste d'inventer. Du ciment mélangé à de la paraffine et du liquide anti-crevaison, histoire de raffermir les pommettes. La toxicité est telle que le pauvre patient se retrouve entièrement défiguré. Pour réparer les dommages causés par le charlatan, le malheureux devra finalement faire fi de l'argent et consulter un véritable chirurgien esthétique. Mais les séquelles resteront gravées à tout jamais sur son visage. Jocelyn Wildenstein. Jocelyn Wildenstein était une jolie jet-setteuse new-yorkaise qui voulait séduire à nouveau son mari, marchand d'art et milliardaire, Alec Wildenstein. Son mari étant fan de panthères, elle pensa que se faire opérer pour ressembler à un félin était la bonne solution. Résultat, Jocelyn a dépensé près de 3 millions d'euros en chirurgie esthétique pour ressembler à un animal. Le pire, c'est que son homme a crié d'horreur en voyant le résultat, pour ensuite la quitter sur le champ. Hang Myung-koo. L'histoire de Hang Myung-koo est le cas le plus triste, et peut-être le plus tragique de la dépendance à la chirurgie plastique. Hang Myung-koo, autrefois une chanteuse et mannequin coréenne à succès, est aujourd'hui défigurée à tout jamais, à cause d'une grave dépendance aux chirurgies plastiques. Naturellement très jolie, elle eut sa première injection de silicone dans le visage à l'âge de 28 ans. Elle en devint rapidement accro et retourna si souvent voir son chirurgien qu'il dut refuser de lui injecter plus de silicone dans son visage déjà très enflé. Sans l'aide psychologique dont elle avait visiblement besoin, la dépendance de Hang a pris le dessus et elle entreprit de s'injecter elle-même du silicone acheté sur le marché noir dans le visage. Lorsqu'elle n'y eut plus accès, toujours aussi insatisfaite de son apparence, Myung-koo se tourna vers une solution maison, s'injecter de l'huile à cuisson. Bien mal lui en prit. Hang Myung-koo est aujourd'hui défigurée pour toujours. Elle doit à 50 ans vivre avec le visage d'un monstre.
Malgré plusieurs chirurgies reconstructives, son visage demeure bouffi et difforme, et les spécialistes ne seront sans doute jamais en mesure de lui rendre son beau visage d'autrefois. C'est horrible. Rebecca. Ça fait peur. Ouais, c'est triste. Ouais. Non, parce que moi, j'ai arrêté tout. En fait, quelques seringues. Regardez, j'ai trop peur de vieillir. J'ai bientôt avoir 43 ans. Et j'ai une phobie, c'est de devenir ridée. Surtout, mon plus gros complexe, c'est ça. Et j'en dors pas, hein, j'en pleure, j'ai des crises d'angoisse à cause de ça. Mon mari, je sais même pas pourquoi il est encore avec moi, parce que je le saoule avec ça. Je parle de ça du matin jusqu'au soir. J'ai peur de vieillir. Et là, 43 ans, franchement, je suis en train d'ouvrir la porte tout doucement. J'entends le cric et ça me fait peur. Alors, je me suis dit, il faut que j'arrête la chirurgie esthétique, mais je vais essayer de m'entretenir avec des petites piqûres par-ci, par-là et tout. Mais après, là, quand tu vois ça... cette peur qu'il faut soigner, en fait, c'est psychologique. Non. Quand t'es... Regarde, par exemple, aujourd'hui, est-ce que je peux me payer... Est-ce que moi, je peux me payer une sleeve, par exemple? Je peux le faire. On me coupe... Comment on appelle ça, là, le truc? On te coupe l'estomac. L'estomac, en 3 mois, ça y est, je pèse 60 kilos. Un bypass? Un bypass. Mais non, c'est bon, je m'en fous de tout ça. Juste, j'aimerais bien rester comme je suis jusqu'à 60 ans, tu vois. Je rejoins Siam, est-ce que du coup, en effet, ça se trouve, il y a vraiment quelque chose même d'inconscient, tu vois, lié à l'âge voilà, de prendre... J'ai pas envie d'avoir de rides. Moi, les meufs qui disent c'est l'histoire de ma vie, moi, quand je te vois, meuf, je vois que des rides, je vois pas d'histoire. Voilà. Tu peux très bien combler tes rides. Moi, je veux pas avoir d'histoire de ma vie. Si vous voulez, j'écris un livre, vous recevez. Tu peux combler tes rides avec ça. Non, mais franchement, l'histoire de ma vie, c'est pas pour moi. Comme elle a fait la Monica Bellucci. Moi, je m'accepte avec Mary, l'histoire de... Et puis même, il n'y a pas que Monica Bellucci, il y a aussi cette grande icône des années 70, Brigitte Bardot, qui était incroyablement... Elle faisait tourner des têtes à l'époque. Et puis c'est vrai que maintenant, elle a accepté sa vieillesse. C'est une très belle strip. Je trouve que c'est une belle femme, toujours. Ouais, toujours. Mais elle, son amour, elle a donné à ses amis. Du coup, elle leur Il y a un truc aussi en mode... Il y a un truc aussi, les filles, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Il y a, dans le premier Magnéto, bon, je l'ai coupé pour avoir les bonnes parties, mais la dame, elle poursuivait son discours en disant lorsqu'on a vécu chaque étape de sa vie sans regret, on accepte de vieillir. Ouais, oui, voilà. Et c'est vrai que moi, je le vois pour mon petit cas à moi. C'est vrai que voilà, là, j'ai 34 ans. J'avance dans la vie. Il y a peut-être, quand j'avais 20 ans, je me disais, peut-être à 34 ans, j'allais être mariée, avoir des enfants déjà. Et c'est vrai que il y a toujours cette peur et tout. Ouais, je me dis, quand je vais me marier, je veux être jeune sur mes photos de mariage, tu vois. Et se dire... et en fait, c'est peut-être le temps qui passe, qu'on n'arrive pas à arrêter et qu'on a peur qui nous échappe. Mais donc c'est bien qu'il y a d'autres peurs cachées sous-jacentes au-delà de la chirurgie. Moi, j'ai juste peur de vieillir, c'est tout. C'est ma seule faute. J'ai pas envie d'être la plus belle, je le suis. Non, mais voilà, non mais c'est vrai. Et Meryl, t'en penses quoi en fait justement de tout ça? Même ces images, elles sont choquantes quand même. Oui, elles sont choquantes, à part, il n'y a pas de à part, pardon, elles sont toutes choquantes. Et le premier cas, donc, où on parlait de la femme transgenre qui a fait beaucoup de chirurgie pour se féminiser, on se rend pas compte, mais des fois la dysphorie de genre pour les personnes trans, elle est tellement importante et on veut tellement se prouver déjà à nous-mêmes pour se faire accepter de la société qu'on est une femme, qu'on peut des fois en dépendre. Et je pense que là, ça a été littéralement le cas, du coup, et ça me fait trop de la peine de voir toutes ces personnes qui ont été... Surtout qu'elle est partie voir un charlatan qui lui a mis du ciment dans le visage, quand même. Oui, je suis d'accord. D'une certaine façon, on a abusé de ces personnes sans leur dire il y a une limite, et là, tu es en train de la dépasser. T'as pas l'impression que le charlatan qui lui a fait toutes ces piqûres, il s'est servi un peu d'elle comme de cobaye pour tester un petit peu? C'est parce qu'il du ciment dans le visage? C'est pas possible autrement que... Ah non, mais lui, il voulait juste avoir son argent, c'est tout. Il s'est dit, c'est la crise, j'ai besoin d'argent, tiens, les gens, que j'injecte, je vais injecter. Sans scrupules. Les médecins, j'ai remarqué, parce que je connais une personne, je ne citerai pas le nom, mais j'ai une amie qui a été dans cette situation, et beaucoup de personnes qui sont dans la tristesse de ne pas s'aimer au naturel, et il y a certains médecins, ou charlatans, je veux dire, qui profitent de ces personnes qui sont malheureuses dans leur physique pour justement
leur faire croire que ça ira mieux, alors qu'en fait, pas du tout. Au contraire, c'est pire et c'est horrible, du coup. C'est pour ça qu'il faut qu'on se construise aussi, nous. Vraiment, c'est hyper important qu'on s'avise nous-mêmes déjà pour éviter aussi des situations comme ça. Enfin, il n'y a pas de mal à faire des injections, mais il faut se poser une limite qu'il faut voilà, exactement. Faire attention. Pas tomber dans de la dysmorphie. En fait, après, quand on a un visage comme le tien, on n'a pas besoin. Merci. Non, enfin, vous savez, il y a une étude qui a été faite qui prouve que, par exemple, quand tu regardes des photos de toi il y a 3 ans, c'est là où tu vas vraiment te voir toi. Et moi, par exemple, il y a des époques où je me trouvais super maigre non, super grosse, pardon, ça c'est très important, très très grosse. Et en fait, je suis retournée dans ces photos, là, maintenant, et j'étais anorexique. Mais genre pas mince, j'étais anorexique. Grosse, alors que moi, je pareil. Ouais, je m'en suis rendu compte. Et je pense que pareil pour mes fesses, on m'a dit des choses. Donc peut-être que quand on te répète beaucoup de choses, voilà. Tu te dis, c'est vrai, mes fesses, elles sont plus petites qu'avant. Elles tombent. C'est vrai que c'est moche, le creux, c'est pas joli. Du coup, tu vas le faire. C'est bien que tu aies la parole parce que on aimerait vraiment savoir ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai que moi, je t'ai connue via Rebecca, qui m'a dit il faut absolument que Luna soit parmi nous sur le plateau. J'aimerais bien que, si tu veux bien nous raconter, mais vraiment ce que tu n'as jamais dit ailleurs, l'histoire qui t'est arrivée et dont tu as encore des séquelles aujourd'hui. Ouais. Il y a une chose qui s'est passée avec le chirurgien qui fait que j'ai encore des séquelles énormes psychologiques pour lesquelles je peux pas rentrer dans les détails parce que je sais que je ne suis pas à cette époque dans ma vie d'assumer cette chose-là pour le moment et qu'il va y avoir pour le coup un gros procès, etc. Mais que... Donc pour rappeler un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas Luna, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu as fait, l'opération que tu as subie? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai rencontré le chirurgien Benjamin à une fête, à la fête d'anniversaire à Dubaï de Maëve et à cette époque-là, ils étaient tous très très amis. Moi, je ne connaissais pas vraiment le milieu de la télé-réalité, mais c'était le chirurgien référence de ça. Je ne connaissais même pas les placements de produits, parce qu'en fait, tu découvres quoi. Moi, j'ai appris ce que c'était un placement de produit, à comment le faire. On me donnait des cours, on m'a donné des cours, on m'a montré que, bah ouais, tu peux faire la chirurgie, pas payer, machin. Bon. Ah, donc c'était un placement de produit? Moi, pour le coup, non. J'ai pas voulu. Perso, le coup de faire du placement de produits sur tout ce qui est la religion, la politique, fumer, boire et la chirurgie, c'est niet. Ça a toujours été comme ça, je trouve ça bizarre. J'ai dit ça, je veux pas. Donc je lui ai dit, bah écoute, je vais te payer si jamais je fais un truc avec toi. Qu'est-ce qu'il t'a proposé ce soir-là, justement? En fait, c'était pas un soir, c'était le lendemain. Il allait au laboratoire et récupérer plein de produits. Et il me disait que lui, il pouvait le récupérer à l'international parce que c'était le représentant mondial de ce produit. D'accord. Et que donc, du coup, il pouvait faire les injections partout. Donc, on a fait les injections chez elle. Ça, chez Maëva? Je l'ai totalement assumé. Pas au début, parce que c'était mon amie et que j'avais pas envie de la mettre dans la merde. Et à partir du moment où ça n'a plus été mon amie, parce qu'elle a essayé de retourner cette situation contre moi, en essayant de dire que j'avais fait ça contre son gré, en me cachant alors qu'elle m'avait filmé, même si ça n'avait aucun sens, je me suis dit, une vraie amie ne fait pas ce genre de menaces. Elle aurait assumé? Voilà, donc je me suis dit, ok, ben, je vais assumer totalement et je vais arrêter d'être ton amie. Donc je l'ai dit. Ensuite, il y a eu des retouches à faire 2 semaines plus tard et c'était en France. Donc on parle des injections dans les fesses? Ouais, il me les a faites et parce qu'en fait, de base, il devait les faire à une autre copine à Maëva qui ne s'est pas présentée. D'accord, donc le produit qu'il devait utiliser pour cette jeune fille, il l'a utilisé pour toi? Ouais, il m'a dit, écoute, là, Maëva, elle va le faire. Donc du coup, viens le faire... si tu veux, c'est super cool. Et Maëva me dit, mais ouais, grave, fais-le. Ouais, tu fais sur les côtés et tout. En plus, Paga, il va kiffer, tu vois. Et moi, je me suis dit, ouais, bon, bah, j'avoue, tu vois, peut-être que c'est vrai, mes fesses, elles ont un peu maigri, je vais avoir des super belles hanches et tout. Donc, du coup, je le fais. Et après les 2 semaines, je me sépare et je perds vraiment 10 kilos. En fait, moi, quand je me sépare de quelqu'un, à l'époque, quand j'étais... pas du tout en confiance en moi, j'ai arrêté de m'alimenter. Donc j'ai fait une descente aux enfers. Voilà, alors moi c'est en mode je fais un suicide à petit feu quoi. Ouais, on a dû à la fin m'enfermer et m'alimenter de force pour pas que... Ouais, et c'était d'ailleurs une chirurgie, enfin pas une chirurgie mais des injections la 2e fois très compliquée parce que j'avais perdu
8-10 kilos. J'étais j'étais dénutrie. Ouais. Et ils m'ont fait une anesthésie générale. Il faut savoir que c'est des injections, tu n'as pas du tout besoin d'aller au bloc et de faire des anesthésies générales. Si, ça fait mal quand même. Non, normalement, c'est juste des injections comme dans les lèvres. Est-ce qu'on peut revenir sur la quantité qu'on t'a mis, en fait? Alors là, du coup, moi, je ne savais pas combien il allait me mettre, mais en sortant, que plus tard, j'ai eu des papiers et j'ai les ai lus, ces papiers, mais beaucoup plus tard. Et j'ai vu que j'en avais eu 80. D'ailleurs, c'est un média qui m'a appris que j'avais eu 80 injections. Ouais, 40 et 40. Et le maximum, c'est 10. Ça fait 90 10 litres? Non, pas par litre. Ah oui, ok. De 10 ml. D'accord, ok. Donc ça fait 800 ml. 800 ml. Ah, 800 par fesse? Non, 400 par fesse. Donc 400 par fesse, d'accord, 400 ml. C'est presque 1 litre? Ouais, c'est presque 1 litre. C'est énorme. Mais genre, j'aimais pas du tout mes fesses. C'était vraiment pas du tout ce que je voulais. D'accord. C'était beaucoup trop gros. Mais en fait, il me disait de toute façon, t'inquiète pas, parce que ça va vite partir, étant donné que c'est de l'acide hyaluronique et que l'acide hyaluronique et qu'au bout de 6 mois, il n'y aura plus rien. Donc bon, voilà, je m'inquiétais pas, c'est pas grave. Et sauf qu'au bout de 2 mois, j'ai commencé à avoir de plus en plus mal. Et tu t'es retrouvée aux États-Unis? Alors là-bas, en fait, je me suis retrouvée au début au Mexique. Et pourquoi à chaque fois je vais au Mexique? Parce que avec le Covid, ils nous ont forcés parce qu'avec le Covid, tu étais obligé de passer par le Mexique pour rentrer aux États-Unis. Donc à chaque fois, je me tapais 2 semaines. Bon, ça va. À Cancun, il y a pire. Non, mais vraiment, pour revenir sur un point, des fois, il y en a, ils se plaignent de la France et tout ça, mais tu te retrouves dans un pays étranger, tu as ce problème-là, parce que tu as eu 41 de fièvre. L'avantage, c'est qu'en fait, là-bas, les antibiotiques, mais les gros antibiotiques bien forts, tu n'as pas besoin de prescription. Donc, il m'a donné leur nom, je suis allée les prendre. J'étais clouée au lit, ça a bien fonctionné. Sauf que ensuite, je suis rentrée aux États-Unis, repartie à Hawaï pour le travail. Et à Hawaï, là, boum, encore une crise. Là, je suis rentrée dans un premier hôpital. Enfin, j'ai pris l'avion, je suis rentrée dans un hôpital américain. Là, ils ne savaient pas quoi faire. Ils m'ont donné un autre traitement qui, au final, n'était pas bon pour moi. Donc, j'ai eu un autre traitement que j'ai eu un peu de manière illégale. Parce que là, pour les États-Unis, il faut une prescription. Tu m'as mise à côté d'un dealer. Non, quand tu as besoin d'un médicament et que tu sais qu'il te le faut absolument, mais il n'y a personne pour te le prescrire, bah, tu vas voir un autre médecin qui est pote de pote et voilà, tu t'arranges avec lui. Tu te retrouves à te débrouiller toute seule. Franchement, tu es obligée, tu n'as pas envie d'aller dépenser une consultation à $1000 pour ça. Et ce docteur-là, dans tout ça, il t'a pas dit viens, je te paye une opération ou quelque chose? Non. Lequel docteur? Le premier? Celui qui t'a fait ça? Bah non, en fait, il me disait à chaque fois, t'inquiète pas. C'est normal, ça va. Toi, il est normal. Tu lui fais confiance. Donc ah ouais, il me dit non, mais il m'a dit mais non, c'est rien, c'est un éripicèle, c'est pas grave. Faut savoir que ma grand-mère est morte il y a 3 semaines d'un éripicèle, donc maintenant je sais que c'est pas du tout rien. Mais ouais, au début, c'était vraiment super détente, donc moi. J'avais un bon rapport avec lui, surtout qu'il est très fort pour toujours te dire « T'inquiète pas, ma chérie, c'est normal, il n'y a aucun souci. » Et là, surtout par rapport à ton état de santé, du coup, pour revenir à ça, donc tu as attrapé une septicémie. Et après, en fait, j'ai eu on ne sait pas ce qui s'est passé. On a su plus tard qu'il m'avait piqué partout dans les muscles. Comme dans la même chose que des injections illégales, sauf que c'était à la clinique Eiffel, pour tout vous dire. Donc bon, avoir des injections faites de manière complètement charcutier à la clinique Eiffel, qui est une clinique de renom, c'est quand même incroyable. J'en ai eu dans le périnée aussi, dans le rectum. Périnée et le rectum. C'est quoi ça? Ouais. Le périnée, au niveau du sacrum aussi. Tu vas faire pipi en dessous de pipi. Dans les nerfs, derrière ta vessie, partout. Donc tu aurais pu te retiens de faire pipi, tu contractes ton périnée. Ouais, là, je suis en train de le contracter. J'ai failli ne plus avoir mes jambes. Donc tu aurais pu être paralysée, quoi. Ouais. Et à un moment donné, d'ailleurs, j'étais la première personne au monde à tester le hyaluronidase dans mes fesses quand ils m'ont rapatriée. Et en fait, on a dû me faire cette chirurgie à vif, sans rien. Sans anesthésie? Sans rien. Et t'as tout senti? Ouais. Ils t'ont ouvert, t'as senti? Ouais, en fait, ils mettaient des trucs de hyaluronidase et des ponctions, des machins. Et ça pique le truc là. C'était horrible, ça brûle. Je hurlais comme ça parce qu'ils voulaient que je bouge en même temps mes doigts de pied. Pour pas que je devienne en fait paralysée, tétraplégique. Ouais. Okay, wow. Ça a été horrible, genre, vraiment horrible. Et aujourd'hui? Oh là là. Et non, mais l'impact psychologique, Elsa, toi qui... Ouais, c'était horrible.
Franchement, t'as deux personnes qui tiennent les mains et tu les serres fort et t'en as d'autres qui te tiennent les pieds et t'as plein de médecins qui... Non, moi j'ai pas eu. Le pire, c'est qu'encore aujourd'hui, tu es sous traitement. Moi, je hurle quand je les fais. Là, maintenant, c'est plus psychologique, mes traitements. Pour essayer de pas avoir de... Parce que du coup, moi, après ça, pendant cette période, tout le monde pensait que j'allais mourir. Je me suis fait cambrioler ma maison à Los Angeles, donc avec toutes mes affaires dessus. Fallait pas. Parce que, il y a que les riches qui meurent, les pauvres. C'est un truc de ouf. Pas. Et ensuite, en France, mon agent avec qui je travaillais, Camille, qui est l'ancien agent de Alix, il nous a complètement arnaqué sur tous nos placements de produits qu'on avait fait cette année-là. Oui. Donc du coup, moi, il faut savoir que j'ai fait 3 mois de placement de produits sur tout le temps depuis que je suis influenceuse. Je ne fais plus de placement de produits. Mais t'es né un vendredi 13, depuis, parce que je suis dégoûtée de ça. Putain, mais ça a été vraiment une descente aux enfers. Mais ça va mieux. Là maintenant, parce que je me suis dit, vraiment lancé une manière d'être très comme ça. Dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est comme ça. Et maintenant, je me dis, j'ai un avocat pour ça, ça va bien se passer, on va tout régler. Je t'ai toujours dit, viens à la maison. Ouais. Voilà. En tout cas, merci d'avoir partagé ça. J'espère que ça va s'arranger. Mais on est nombreuses, du coup, à avoir eu des complications. Mais moi, ce qui me fait énormément de mal, je vais vous le dire aujourd'hui, parce que j'ai pris mon rôle à cœur de rencontrer plein de femmes victimes parce qu'elles sont venues à moi et je trouve ça juste horrible de ne pas répondre. J'essaie de répondre à tout le monde. J'ai interviewé des femmes, elles ont eu ça dans des hôpitaux publics avec des médecins qui sont soi-disant chirurgiens, chérie. C'est fou, ils sont chirurgiens à Aulnay-sous-Bois dans une clinique officielle et en fait la nana, elle a même pas eu son diplôme validé. Et donc du coup, elle a créé une nécrose de cette taille à une femme, une mère de famille. Je pense qu'on a vraiment un rôle, je réinsiste sur ça, mais on a un rôle à jouer sur nous-mêmes. Alors, évidemment, c'est un leader d'opinion, c'est un médecin, on prend confiance, comme il va pas nous vendre un rat crevé, il va nous vendre une baguette, mais je pense qu'on a un vrai rôle à jouer sur nous-mêmes. On se renseigne, bien sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, mais je pense vraiment qu'on a... Enfin, c'est notre santé, c'est invasif, ça reste des actes invasifs. Totalement d'accord. Fort heureusement qu'il y a des très bons médecins aujourd'hui, mais il faut absolument du mieux qu'on puisse se renseigner. Qu'est-ce qu'a fait ce médecin? Apprendre des témoignages. Ça aurait pu être dramatique. Ça aurait pu être dramatique et tu serais absolument pas là aujourd'hui. C'est pas pour faire du temps. En tout cas, tu as eu beaucoup de chance. Franchement, tu as eu beaucoup de chance d'être là parce que ils se sont battus. J'ai eu de la chance pendant 4 mois. Ils se sont battus aux États-Unis à me garder sous IV et tout. En France, quand je suis arrivée, je me suis fait rapatrier. Pareil, ils m'ont gardé, ils m'ont même mis en cure de désintox parce que j'avais créé des dépendances de tous les médicaments qu'il y avait aux États-Unis parce que c'est des antidouleurs de ouf. C'est comme du fentanyl. C'est la codéine, au final, j'imagine. Ouais. Et j'avais, ils m'ont tout mis. En France, ils sont vraiment bien à ce niveau-là. Ils font attention à ce que tu sois bien au niveau de la nutrition. Mais encore, il faut faire attention. Quel hôpital? En fait, après, moi, je pense pas que ce soit une question d'hôpital parce qu'on peut louer un bloc dans n'importe quel hôpital. En fait, c'est le praticien qu'il faut vraiment se renseigner sur la personne. C'est la personne. Toi, en ce qui concernait, tu nous as dit que tu avais eu des problèmes post-op. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? T'as eu du mal, après ton corps il a eu du mal à se remettre Moi c'est une longue histoire. Ouais, toi aussi c'est une longue histoire. Je peux essayer de faire court et on en reparlera plus tard si tu veux. Bien sûr. Mais je sais ce que c'est d'avoir un chirurgien qui te dit, quand tu l'appelles, il y a ça, et qui te dit mais c'est normal. Alors toi t'as mal, t'es au lit, tu fais rien, tu te dis il y a un truc qui va pas. Et en plus t'as tes infirmiers qui viennent te soigner chez toi pour te dire... Il y a un problème. Je me souviens, tu avais fait une vidéo. Une mais ça, c'est encore une autre histoire. Ah ouais. Une infirmière qui m'avait très très mal parlé alors qu'elle venait et tout pour s'occuper de moi. Et déjà que je sortais de l'opération, j'étais au plus mal. Et elle avait été exécrable avec moi et tout. Et je lui ai littéralement demandé de rentrer chez elle. Non, je pense pas. J'en sais rien en vérité parce qu'on n'a pas... parler de ça, mais elle savait de quoi elle devait s'occuper, donc de mon entrejambe, du coup. Et en fait, mais ça, c'est encore une autre histoire. Moi, je parle vraiment du chirurgien qui me disait que tout allait bien, tout était normal et tout. Et moi, je disais non, ça va pas. Il m'a dit, viens me voir et tout. Telle date, je vais le voir très rapidement, c'est joué en 2 jours. Je vais le voir et il me dit, oui, bon, bah ça va, il n'y a rien et tout, mais bon, je vais quand même vous faire passer au bloc pour dans 2 jours.
Donc en fait, c'est rien, mais tu me fais passer au bloc dans 2 jours. C'est qu'il y a quelque chose, mais tu veux pas me faire paniquer. Exactement. Voilà. Ma chérie. Et d'un côté, je me dis, c'est pour me protéger, mais d'un côté, je me dis, frère, c'est pas honnête. C'est pas normal. Protéger, normalement, tu as déjà un délai de 14 jours minimal pour que la personne puisse se mettre. Voilà, il y avait une semaine qui s'était écoulée. Si physiquement, ça va pas trop, peut-être on n'a pas le délai de 14 jours, si c'est grave ce qu'elle avait, tu vois. Et puis, donc. Mais là, je parlais pour les opérations en général. Donc, il y a eu une autre opération liée à ça. Je suis rentrée chez moi, j'ai cicatrisé. Il faut savoir qu'il y a une rééducation à faire quand on fait ce genre d'opération. Et en fait, la rééducation se passait extrêmement mal pour moi. Et je veux dire, je savais que ça allait être douloureux, je savais que ça allait être compliqué. Parce que j'ai beaucoup de copines qui l'ont faite et je le savais. Je savais à quoi m'attendre. Mais c'était pas pareil, c'était pas normal. Là, je savais que j'y arrivais pas. Je donne toute ma foi, je donne tout ce que j'ai pour y arriver. Je n'y arrive pas. Et en fait, là, je sais qu'en fait, je comprends vite que intérieurement, il y a un problème et que c'est pas normal. De là, on a dû refaire une opération et en fait, au total, j'ai eu 3 interventions. T'as beaucoup souffert. J'ai eu la première, la deuxième et la troisième. Je suis restée 1 mois du coup à l'hôpital. Voilà. Mais c'est fou quand même. Tout ça et tu en prends plein la gueule tous les jours. Et j'en prends plein la gueule tous les jours sur les réseaux sociaux. Heureusement, tu as eu les réseaux pour avertir d'autres personnes. Va lui faire un câlin, t'as le droit. Sur ton micro. Viens ma chérie, je te fais heureusement que nous, on a les réseaux. Je peux pas sortir, je suis coincée. Voilà, on va sur ce câlin. On a une personne qui nous attend, on va faire un call. Merci. Avec une amie à moi, par qui je suis passée personnellement, donc je vous la recommande parce que vraiment, on a mis du temps, on a parlé, on a mis des mois à se décider, etc. Et elle est très bon conseil. Et en fait, c'est assez bien parce que c'est une agence en fait qui est une agence premium et qui va faire de l'accompagnement parce que c'est très important, comme on le dit dans les anciens magnétos, lier le physique au psychologique, faire un accompagnement, un vrai pré-op et post-op. Donc voilà, on va faire un call avec Mila. Mila, tu es parmi nous? Oui, bonjour Siam. Bonjour Mila, comment vas-tu? Alors je vous présente Mila, qui est la fondatrice de l'agence My Aesthetic Travel. C'est une agence premium spécialisée dans l'accompagnement du projet esthétique. Donc Mila, comment tu vas? Elle est en Thaïlande, les gars. Il y a un sacré décalage horaire. On a réussi à l'avoir en call. Du coup, Mila, est-ce que tu peux me parler un petit peu du rôle de ton agence, justement? Oui, bien sûr. D'abord, merci à toutes pour votre partage d'expérience. Vraiment, c'est très important. C'est des sujets qui nous impactent toutes et qui nous sensibilisent. Alors, je suis effectivement la fondatrice de My Aesthetic Travel, qui est une agence d'accompagnement au projet esthétique. Donc, c'est une agence qui est dédiée, avec mon équipe internationale, on est dédié à accompagner les femmes et les hommes dans leurs projets esthétiques pour réaliser justement leur transformation. Donc du coup, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. On t'entend super bien, Mila. C'est ce qu'on disait justement, le lien entre le physique et le psychologique, il est super important. Oui, il est très important puisque en fait, il y a toute une préparation déjà mentale et physique, mais il y a aussi toute la prévention, l'information. Tout à l'heure, j'entendais parler d'une praticienne PNL. Ce sont des outils avec lesquels on travaille effectivement pour aller chercher les craintes, le déclic, la motivation de la personne, pourquoi elle s'engage dans ce projet-là. Donc ça passe également par la recherche de professionnels experts qui pourraient répondre à leurs attentes, de parler également des technologies. Ça aussi, on n'en parle pas suffisamment, mais c'est normal, c'est parce qu'on est un petit peu en retard aussi en France. Donc c'est vrai que notre vision internationale, elle permet aussi d'apporter des solutions aux femmes et aux hommes, évidemment. Et après, il y a tout le sujet parcours post-opératoire qu'il faut privilégier, il faut sensibiliser à ça, parce que c'est pas tout d'avoir réalisé sa chirurgie. Le risque zéro n'existe pas. Mais à partir du moment où on est bien accompagné, on a toutes les informations et en plus, on a un suivi derrière. Effectivement, on met toutes les chances de son côté de réaliser parfaitement son projet de vie. Oui, donc vous, qu'est-ce que vous proposez comme service en pré-op puis en post-op aussi? Alors pré-op, on a tout ce qui est accompagnement, donc du coup information sur les risques, les complications, mais également sur justement l'accompagnement, le coaching
en préparation à cette intervention. Donc voilà pour la prévention. Après, il y a aussi effectivement sur le post-opératoire. Le post-opératoire, on a également tout ce qui va être port de vêtements de compression qui soient adaptés à l'intervention. Ça aussi. Oui, et aussi il y a aussi un suivi pendant plusieurs mois aussi. Exactement. Pour les BBL par exemple. Et les soins aussi, les soins qui sont très importants. Parce que la plupart du temps, surtout quand on ne faut pas faire l'amalgame, on sait très bien que la chirurgie esthétique, elle est de plus en plus accessible étant donné qu'il y a du tourisme médical également. Donc toi, en fait, ton lien, tu fais le lien entre tes clientes et les meilleurs chirurgiens, les pépites à l'international qui ont les dernières technologies et etc. Et après, tu proposes un panel de chirurgiens à ta cliente en fonction de son projet esthétique. Par exemple, si quelqu'un veut faire une rhinoplastie, tu vas lui montrer plusieurs chirurgiens, tu vas lui montrer le travail et aussi faire de la prévention à ce niveau-là. Puis, soit elle voyage vers le médecin, soit tu fais venir le médecin à Paris pour que le projet se réalise. Trop bien. C'est bien ça. C'est ça, exactement. Dans plusieurs pays, puisqu'on travaille en Espagne, en Amérique latine, aux Émirats également, mais aussi en Europe. Mais l'objectif, c'est pas d'envoyer faire des personnes faire de la chirurgie, bien au contraire, c'est de répondre à une problématique, d'accord. Donc il y a des complexes. Aujourd'hui, on en parlait encore une fois. L'objectif, c'est d'aller effectivement se rendre chez un professionnel qui puisse être en capacité de répondre aux attentes, d'accord, et non pas aux attentes effectivement qui sont basées sur un filtre. Tout à l'heure, j'entendais, ça, c'est des choses qui sont pas forcément réalisables, mais c'est de le faire entendre avec une bonne préparation, avec les explications sur la technique qui va être utilisée, mais également les différentes technologies qui vont être adaptées pour pouvoir répondre à cette demande. Exactement. Par exemple, donc voilà, par rapport aux femmes qui faisaient des abdominoplasties ou qui faisaient des liposuctions du ventre, qui avaient un petit peu le ventre flasque. Il y a des nouvelles technologies qui font en sorte, comme le J-plasma, qui font en sorte de retendre la peau. Tu es aussi analyse si les personnes sont vraiment des bonnes candidates à ce style de chirurgie, et tu refuses beaucoup de personnes aussi. Par exemple, les gens qui ont fait de nombreuses fois leur nez et qui risquent d'avoir des nécroses et des problèmes, tu refuses aussi beaucoup de clientes. Et ce que tu m'as dit la dernière fois aussi, c'est que 50% de tes clientes, ce sont des personnes qui ont été ratées une première fois, qui ont été peut-être attirées par un petit peu le tourisme médical de masse avec des prix attractifs et très bas. C'est quoi les pires anecdotes, enfin, dire les anecdotes les plus mémorables que tu as vis-à-vis de ça, des clientes qui étaient ratées, qui sont venues vers toi? Alors, celles qui n'ont pas été suffisamment informées du parcours, parce qu'une fois qu'on a réalisé cette chirurgie, c'est là que commence finalement le vrai parcours post-opératoire. Donc, effectivement, des retours de l'étranger, des personnes dans l'abandon post-opératoire, puisqu'elles sont très mal reçues en France. C'est très difficile après d'obtenir des soins, et c'est pour ça que notre réseau international permet effectivement de rentrer en contact avec un chirurgien expert qui puisse vous recevoir pour traiter l'urgence, mais également toutes les infirmières post-opératoires spécialisées aussi qui peuvent tout à fait Est-ce que tu as des anecdotes, par exemple, la dernière fois tu me parlais d'une nana qui voulait se faire un lifting mammaire et qui s'est réveillée avec des prothèses. T'en as d'autres comme ça, des histoires complètement folles? Oui. Ah ouais. Oui, tout à fait. En fait, clairement, c'est une personne qui s'était rendue à l'étranger pour réaliser son intervention, qui était une augmentation mammaire, et on lui avait remis la carte d'une grande marque que je ne citerai pas. Donc, elle était censée avoir ce type de prothèse. Nous l'avons accompagnée dans son nouveau projet parce qu'elle souhaitait les retirer et changer un petit peu sa silhouette, faire améliorer sa silhouette. Et donc, au bloc opératoire, les docteurs se sont aperçus que ce n'était pas du tout ces prothèses de qualité, mais que c'était des prothèses qui n'étaient même pas homologuées en Europe. Ah d'accord, ok. Et tu avais eu un problème aussi, il y a une cliente, au moment où je t'ai rencontrée l'année dernière, tu m'avais parlé d'une dame qui est partie faire une abdominoplastie, tu m'avais montré sa cicatrice.
Alors là, voilà, on a deux problématiques. Il y a effectivement les femmes qui sont attirées par des prix low cost et qui pensent obtenir du résultat. Malheureusement, avec des prix low cost, on ne peut pas, parce que quand on parle de technologie, ce sont des matériaux qui coûtent cher. Donc forcément, il y a un investissement de la part des cliniques ou des chirurgiens et les prix qui attirent comme ça sont pas forcément gages de qualité derrière. Maintenant, ça peut être aussi des chirurgiens renommés et qui sont installés dans des grandes villes et il peut y avoir également des dérives de la chirurgie. Donc c'est pour ça que l'objectif c'est bien de se renseigner sur le chirurgien, être accompagné, ça c'est certain, mais également suivre sa formation. Un chirurgien se doit se former régulièrement aux dernières technologies. Et il faut pas se fier uniquement aux 10% d'avant-après qu'on voit sur les réseaux sociaux, puisque on n'a pas la visibilité sur tout ce qu'on ne montre pas. Les filles, est-ce que vous avez des questions pour Mila? Est-ce qu'ils accompagnent les gens de A à Z à l'hôpital? Moi, je suis une princesse. Moi, quand je vais à l'hôpital, je veux des bouquets de fleurs. Je suis vraiment comme ça. Je veux des câlins, je veux qu'on me rassure. Quand on me rassure pas, je suis pas bien. Et j'ai fait ça avec beaucoup d'agences. Et l'agence, dès qu'ils encaissent, ça y est, salam alaikum, bye bye. On te voit plus, je les vois plus. Alors, Mila, est-ce qu'elle, elle est comme ça, oui ou non? Mila, Alors, nous, on n'est pas une agence. Alors, c'est bien ça la différence. Vous avez des agences de tourisme esthétique qui souhaitent effectivement vous vendre de la chirurgie. Et là, vous avez justement en réponse à toute cette partage d'expérience que vous avez fait pour éviter le risque, sécuriser les patients dans leurs projets. C'est une agence d'accompagnement au projet esthétique. Donc vraiment, on va aller chercher le levier de motivation dans votre projet. On prend en considération que ce sont des projets de vie. On a des femmes qui ne se sont pas mis en maillot de bain depuis 15 ans, donc elles ont économisé pour réaliser un beau projet et ne pas se précipiter. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous, l'objectif, c'est d'apporter un cadre dans tout ça pour éviter toutes les dérives qu'on l'on voit aujourd'hui à travers les réseaux ou ailleurs. Et c'est possible, pendant qu'on se fait opérer, d'avoir quelqu'un, un proche à nous, dans la salle d'opération? Parce que j'ai entendu... Dans la salle? J'ai entendu parler de ça, justement, parce que moi, je me suis dit, si jamais un jour je veux repasser par la reconstruction, même si j'essaye au max d'éviter ça, je me suis dit que j'aimerais faire ça. Je me demande si ça fonctionne avec tous les médecins, parce qu'au moins, on serait beaucoup plus rassurés. Mila? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, je ne pense pas, en tout cas en France, que ce soit possible. Je ne pense pas que ça soit possible en France. Après, voilà, il faudrait voir ça avec son chirurgien. Il faut voir avec ton chirurgien. Oui, aux États-unis, tu as totalement le droit. C'est des questions de stérilisation. Oui, mais la personne, elle se nettoie, elle met la charlotte, les gants, tout ça, elle reste sur le côté. On va prendre une dernière question, les filles, et après, on va clôturer notre entretien. Les filles, vous avez une question? Elsa? Est-ce que ça vous arrive, très honnêtement, si vous considérez, après toutes les techniques que vous utilisez pour déceler les choses sous-jacentes, est-ce que ça vous arrive de refuser des patients que vous estimez pour qui ce n'est pas adapté, en tout cas tout de suite, pour une opération? Pour qui ça pourrait être dangereux. Un refus, voilà, exactement. Ou vous considérez que pour elle, ce n'est pas adapté? Elle l'a dit au départ. Elle est jolie même quand elle bug. Elle a bugué, donc la vidéo, elle a bugué. Donc oui, en effet, elle a refusé. D'ailleurs, j'en discutais pour préparer l'émission. J'en ai discuté avec elle. Elle m'a parlé d'une cliente qui avait fait beaucoup trop de liposuction et donc du coup qui avait des vagues sur son corps. Comme moi. Justement, qui n'était pas... Tu es parmi nous, Mila? Donc du coup, oui, est-ce que tu peux répondre à la question à ma place? J'allais prendre le relais. Donc, Et hormis pour les reprises, je ne parle pas des reprises en effet que vous pouvez refuser, mais vraiment sur des personnes pour qui vous considérez peut-être un âge trop prématuré ou en tout cas voilà. Oui. Alors effectivement, tout à l'heure j'entendais parler du recours à la chirurgie du mini-lifting de Jessica Thivenin. Effectivement, oui, il y a des pratiques qui sont un peu moins invasives et qui vont d'abord, dans un premier temps, en fonction de l'âge, en fonction des attentes du patient, qui vont être privilégiées plutôt que d'autres chirurgies un peu plus lourdes.
Donc déjà dans un premier temps, voilà comment on peut refuser effectivement d'accompagner dans ce sens-là et plutôt d'orienter vers une autre solution. Maintenant, vous avez aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas des candidats éligibles à la chirurgie. Ça peut être des personnes qui ont un IMC qui est beaucoup trop important et donc du coup on va avoir des solutions. Moi j'ai une dernière question, Mila. Ça concerne Luna. Luna, quand elle a fait ses injections aux fesses, elle était vraiment, elle était tombée à un poids vraiment très fébrile. Elle avait perdu 10 kilos. Ils l'ont mis en anesthésie générale pour lui faire ses injections. C'est super dangereux ce qu'ils ont fait, on est d'accord? Alors, je ne peux pas prendre la parole à la place du chirurgien. Me concernant, sur l'expérience qu'on a au niveau des injections, sur la partie évidemment fessier, voilà, ça se fait sans anesthésie générale. Maintenant, il faut voir le volume qui a été injecté. Pourquoi le chirurgien a fait ce choix, mais est-ce que la patiente a bien été informée de la procédure en amont? Ouais. Non. Ah, le pourquoi, moi, je sais. Ouais. Voilà. Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup pour nous avoir éclairé de tes lumières, Mila. Profite de tes vacances en Thaïlande, du coup. Et nous, les filles, est-ce que vous avez un petit mot à nous dire? Bon, au revoir, du coup. On lui dit pas au revoir? Oui, au revoir, Mila. Bisous. Oui. Au revoir. Vous avez le mot de la conclusion, les amis. Les filles, t'as quelque chose? Moi, je veux dire aux gens, arrêtez d'être méchants, parce que... Ouais. Bah oui, c'est ça. C'est vrai. T'es grosse, t'es maigre, t'es ceci, t'es cela. Eux, derrière leurs écrans, Allah, à quoi ils ressemblent. Et ils se permettent de... Et c'est méchant. Moi, avant, je le comprenais pas. Maintenant, je le comprends. Ouais. Mais il y a des gens qui sont comme j'étais avant. Et après, ça cause des dégâts, quoi. Les gens parleront toujours, comme elle l'a dit, Jessica Thivenin, elle l'a fait pour ça. Et si jamais elle n'avait pas dit qu'elle s'était refaite opérer et qu'on l'avait su, elle aurait encore été critiquée. C'est normal qu'elle en parle. Moi, c'est ça que j'apprécie, c'est Jessica, c'est qu'au moins elle assume, et elle le dit, parce qu'il y en a plein qui le font en soum-soum et elles disent pas, et elles disent que tout est naturel, alors que non, il y a des résultats qu'on peut pas avoir de façon naturelle dans tous les cas. Ça, c'est le problème. Il y a beaucoup de filles qui font de la chirurgie esthétique, surtout dans la télé. Et des fit girls aussi. Que tout est parfait. Et du coup, toi, tu dis, mais c'est pas possible, mais oh là là, mais parce que je dois mal faire à la gym, mais machin. Non. Elle, oui, moi, c'est juste parce que elles ont triché et après elles t'ont fait croire que c'était la gym. Elles ont la belle vie, elles ont de l'argent parce qu'elles sont belles. Bah, moi aussi. Ça, c'est pour ça qu'on a des émissions. C'est communiquer, être transparent, bienveillant entre nous et. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a des émissions et qu'on essaye de libérer la parole sur tous ces sujets. En tout cas, les filles, c'était un grand honneur de vous avoir tous sur le plateau. Je suis vraiment très contente, vous êtes adorables. Merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau sujet. On ne sait pas encore qu'est-ce que ça va être, mais on vous embrasse très fort, les amis. Salut. Bisous. Bye.